Hello, comment ça va? Aujourd'hui, on va analyser un petit peu des animations du coup des films de Michel Oslo en lien avec l'épisode qu'on a sorti sur ce réalisateur. Donc j'ai pris ce plan de Kirikou, on va se le regarder ensemble. C'est donc Kirikou qui est sorti en 98, donc le premier, donc qui est l'animation traditionnelle. Et ce qu'on peut voir, donc j'ai sélectionné cette séquence où il y a une des nanas du village qui a pas donné tout son or à Karaba et qui va se faire, spoiler, flamber sa baraque. Donc c'est de l'animation 2D. Pour rappel, donc Michel Oslo, il a réalisé 3 Kirikou au total. Il a fait celui Kirikou et la sorcière, ensuite il a fait Kirikou et les bêtes sauvages en 2005, et ensuite en 2012 il a fait Kirikou et les hommes et les femmes. Et à part ça, il a fait beaucoup de films en papier découpé ou effets papier découpé. En général, c'est plutôt de la 3D. Il a fait Prince et Princesse, il a fait Azur et Asmar, Les Contes de la Nuit, Ivan Tsarevitch et la Princesse Changeante, 10 Lily à Paris. Et le dernier en date, c'est Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Donc voilà, c'est toujours des contes, etc. Ce qui va m'intéresser, je vous mets la séquence en entier, mais ce qui va m'intéresser, c'est quelques passages qu'on va pouvoir un petit peu décrypter ensemble, mais je peux plus dire, je peux plus dire décrypter sans penser à Hugo Décrypte. Maintenant, c'est n'importe quoi. Et boum. Il y a des visages très expressifs dans les cris. Et je trouve que il y a 2 visages très expressifs dans le film. C'est ce moment où la nana crie, qu'on vient de voir, et le moment où Karaba se fait enlever son épine du dos, où il y a un hurlement qui est célèbre. Et je trouve dans ces expressions très franches, c'est toujours assez expressif. Ouais, donc là, je vous ai mis ces dernières images. Je trouvais que la mise en scène était parce qu'en fait, on peut pas parler d'animation des films de Michel Oslo sans parler de mise en scène. En fait, je trouve que ce contre-champ avec la mère de Kirikou très découpée comme ça, donc qui rappelle vraiment le papier découpé, et très central avec derrière la maison qui flambe, c'est très très dramatique et c'est assez iconique. Ce qu'on peut noter, en fait, comment je peux... Ah oui. Je vais avancer un petit peu image par image. Durant l'épisode qu'on a fait sur Michel Oslo, j'ai dit que le film avait un peu vieilli, et à juste titre, hein, vraiment. Le film a un peu vieilli parce que il n'y avait pas eu un budget incroyable. On voit par exemple qu'entre 2 images, ici et ici, c'est évidemment pas les mêmes dessins et que c'est retravaillé, mais on peut voir par exemple, je sais pas, un trait de cou qui apparaît, un téton qui rétrécit, vous voyez. Des petites choses comme ça qui font que l'animation a des petites choses qui bougent. Et par exemple, au niveau des bouches, ici, la mâchoire va prendre énormément de volume, sans grande raison en fait. Et c'est assez drôle quand on voit image par image toutes les bouches. C'est en termes de regard aussi, c'est pas forcément. Enfin, il y a eu plus de justesse, je trouve, sur d'autres dessins. Des fois, les dessins sont un petit peu. Je me permets d'avancer un petit peu. Il y a quelque chose qui se retrouve un peu dans tous ces films aussi, c'est l'idée que, par exemple, la tête avance ici, alors qu'il n'y a pas eu de mouvement inverse. En fait, normalement, ce qu'on fait souvent en animation, c'est que avant d'avancer la tête, on va forcément reculer un petit peu pour l'avancer. Ça permet d'avoir un mouvement un peu fluide, ce qu'on appelle l'anticipation en fait. Ici, il n'y en a pas. C'est directement la tête s'avance pour arriver à une autre pause en fait, pour qu'elle puisse continuer son dialogue. C'est dans le genre de choses où je trouve que c'est un peu bizarre. Après ça, on peut avancer un petit peu.
Il y a des petits mouvements, hein, on peut le voir pour donner un peu de vie parce elle a commencé son dialogue, cette femme. Et en fait, pour montrer, vu qu'on voit pas le haut de son corps, et c'est le haut de son corps qui est très expressif, on fait un petit mouvement de drapé, vous voyez, pour permettre de continuer ce dialogue et de terminer la scène. Pendant ce temps, Kirikou nous amène autre part. Le mouvement de Kirikou, il se fait pas d'un coup en mode il est de dos, puis ensuite il se montre. Il tourne d'abord la tête, tranquillement. Ensuite, il réalise. Là, il est surpris. Et là, il commence son action. Donc là, on peut voir l'animation qui est déjà un peu mieux structurée. Une anticipation en avant d'aller vers l'arrière. Et de montrer ce qui va. Donc il y a vraiment un découpage de ça. Il y a pas énormément de dessins. Après, il n'y en a pas forcément besoin de plus. On voit dans l'action... si je vous remets le plan en... C'est assez pas cut, mais enfin un peu, vous voyez, ça va un peu à l'essentiel. Moi, ce que j'aime bien, c'est les fétiches que je trouve... on va le voir par la suite, mais quand ils sont en 3D, c'est assez drôle. Ce qui est très bizarre, c'est qu'ils les ont animés du coup... Enfin non, ce qui est pas bizarre, mais ils les ont animés en désynchronisé. On voit qu'il y en a un qui avance puis l'autre. Vu qu'ils avancent toutes les 6 images, un truc du genre, ça permet de pas avoir un plan fixe puis des images qui avancent en même temps. Ça permet que ils se synchronisent un petit peu comme ça, qu'ils puissent avancer. Il y a une fuite des villageois. Bon, ça, on peut peut-être passer un petit peu. Moi, ce que je voulais voir un petit peu... Vous voyez, il y a des effets un peu bizarres. Les yeux qui bougent... Là, le regard est un peu étrange. Les yeux bougent un peu. C'est un peu bizarre. Il y a des personnages secondaires qui n'ont pas des designs incroyables. On sent que... Je sais pas si celle de gauche... voilà, bon, il n'a pas eu énormément de budget, Kirikou, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, même le personnage du vieillard a pas forcément une tête très modèle, presque par rapport à ce qui va devenir après. La mère de Kirikou, par contre, le dessin, il est magnifique. Tac, tac, tac. Ce qui m'intéresse... C'est intéressant de voir ça. Hop, hop, hop. Là, c'est assez drôle aussi. On a possiblement une... Vous voyez ces 3 nanas qui avancent. Attendez, on y arrive. Ici. Qui s'avancent dans le champ. Hop. Elles arrivent déjà un peu en désynchronisé. Hein. Elles arrivent une après l'autre pour pas que ça fasse quelque chose de trop mécanique. Mais c'est... Ici, elles arrivent aussi. Je crois... C'est pas la même animation. C'est possiblement un peu les mêmes dessins, mais voilà. Là, ils creusent. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver? C'est des mouvements assez mécaniques. Moi, ça va à l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà ce petit fétiche qui va cramer la baraque. Donc là, il est standard. Il va s'avancer pour ensuite prendre du recul, mais il y a une image où il avance, hein, finalement, et gonfler son ventre. Hop, les images sont un peu bizarres parce que... Comment dire? Il recule. Ensuite, il recule ici. Est-ce qu'il recule après? Ouais, non, ça va. Ah oui, c'est cette image-là qui est un peu bizarre. Ça... En fait, il y en a une dernière avant qu'il crache. Où vraiment, il va aller tout en bas. Il y a...
Ouais, je regarde un petit peu en même temps. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il y a un temps assez monumental qui est passé sur les dernières pauses. Il y a on voit que l'animation tremble un petit peu à un moment. Je sais pas si vous voyez, si je vous le remets. Vous voyez le fétiche qui va... il fait pas un mouvement très lisse pour cracher. Vous voyez, regardez, quand il va en arrière, voilà, il y a une petite image qui saute un petit peu, ce qui est un poil étrange, qui se remarque pas forcément quand on regarde le film, mais voilà. Qui vient d'une ou deux images possiblement inversées. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou si... mais ou pas forcément calé exactement où il faudrait qu'il soit. Ou alors c'était pour faire un rebond, on va dire, mais c'est un peu étrange. Là, c'est le moment terrible du cri. Donc là, les pupilles sont extrêmement fines. Elle a 3 rides sur le front, c'est... elle a presque un visage qui n'est plus humain, en fait, tellement elle hurle. On voit la tension dans le cou. Ça, c'est une très très bonne idée, parce qu'effectivement, c'est ce qui fait qu'on va ressentir toute la tension. Ça reste un long moment sur cette pause-là, en fait, finalement. Et là, en fait, après, c'est un fixe. Hein. Et là, ensuite, il crache. Ici, il y a une pause qui est bien exagérée, qui fonctionne super bien. On voit déjà le début du feu qui sort de sa trompe. Il a les bras complètement en arrière. Il est très tendu. Enfin, cette pause-là, elle marche super bien pour aller dans l'animation. Et là, hop, vous voyez, il s'avance complètement vers l'avant pour ensuite pouvoir se reculer pour pouvoir cracher son jet. Sortez pas cette phrase de son contexte. Et donc du coup tout flambe. Après, bon, il continue un petit peu. Je vais vous prendre Kirikou 2. Et donc là... donc c'est Kirikou et les bêtes sauvages. Donc je vous ai sélectionné un extrait où on voit des bêtes sauvages, évidemment. Et en fait, c'est un extrait qui est intéressant parce qu'en fait, c'est... on voit toute la tempête, en fait, et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le premier film. Kirikou, il fait beau tout le temps, on va dire. Il n'y a pas vraiment d'éléments de climat qui vont modifier ça. Dans ce deuxième film, il y a ce passage, vraiment. Et dans le troisième, il y a vraiment tout un conte, parce que c'est des petites histoires, toute une histoire qui est avec une tempête de sable. Donc c'est... En termes de... Enfin, on a un peu augmenté le niveau de tout ça. Voilà, ce qui m'intéressait de voir, c'était comment on fait ressentir... donc on peut noter déjà les oiseaux. Bon, ils en ont fait un ou deux, et ils ont copié-collé, et ils ont décalé l'animation. Hein. Il faut pas déconner, hein, c'est normal. Là, on est passé... donc là, on est en 2005. Donc on est 7 ans après. Donc on est sur de l'animation possiblement sur ordinateur, mais toujours une animation traditionnelle en 2 dimensions. Ce qui ne sera pas le cas du troisième film qui est en 3D. Ici, j'aime bien l'œil de la girafe qui s'ancre un petit peu dans le... Vous voyez cette pupille noire Il y a un petit vent en fait dans les cheveux de Kirikou et dans la crinière de la girafe, dans les oreilles aussi de la girafe, qui est quelque chose qu'on n'a pas vu en fait. C'est la première fois que j'ai noté que Kirikou avait du vent dans les cheveux et que du coup quand il avait du vent dans les cheveux, ça faisait ça, cet effet de mèche, et qui aide aussi un peu à comprendre encore, à ancrer encore plus le personnage dans le réel aussi. Ces petits mouvements de crinière. On va un petit peu avancer. Donc le mauvais temps vient assez directement. Donc là, c'est assez efficace. On a quelques végétations où il y a un gros mouvement vers la droite.
et rapidement les nuages en fond qui se noircissent et qui arrivent. Donc là, la girafe s'arrête. Et comment ils font face? Voilà, comment il fait face à ce qui lui arrive dans la gueule, concrètement. Donc là, il peut se maintenir encore assis. Il va se retourner pour s'agripper un peu plus. Ça glisse, il n'y arrive pas, donc là il trébuche un peu, et là il se met à voler, parce qu'il est tout petit, donc il y a aussi une notion de poids qui est assez intéressante. On voit trébucher pas mal, il monte, il descend, il est vraiment ramené comme ça. Et en fait, ce qui est un peu rigolo, c'est qu'il a un peu... c'est un peu comme s'il avait une animation de drapeau, en fait, finalement, à ce moment-là. C'est vraiment ça, il y a l'étendard, c'est... Enfin, le bâton, là, qui sert à tenir le drapeau. C'est la corne de la girafe. Et lui, c'est le drapé, quoi. Et il a ce petit mouvement de... En fait, il a un mouvement de courbe, si on fait vraiment une courbe dans tout son corps, qui va monter, qui va descendre, qui va tourner un petit peu comme ça. Et qui fonctionne très bien comme ça. Voilà, et... Donc, les fétiches s'envolent, c'est magnifique. Et ici, donc il réussit un petit peu plus à s'agripper. Il a quand même une jambe ou deux qui s'en vont sur le côté. Mais il réussit un peu à tenir. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc là, l'animation est fixe, à part les cheveux et la crinière, un petit œil et les oreilles. Mais du coup, il n'y a pas besoin de faire bouger toutes les têtes. Tout ça, c'est ce qui est assez pratique en animation 2D. On va peut-être... J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette animation là, c'est... Si je regarde un petit peu... C'est un peu drôle parce que ici et ici... En fait la tête va se relever, mais les sourcils de Kirikou c'est très très fin. Alors je suis même pas sûr que vous arrivez à voir, mais... les sourcils de Kirikou apparaissent vu qu'il va lever sa tête. Hop. Les yeux apparaissent directement ici. On voit qu'il n'y a pas... il n'y a pas il n'y a pas des images en trop, quoi. C'est vraiment l'essentiel. Presque, il y aurait pu avoir des images un petit peu pour interpeller un peu plus l'animation, etc. C'est pas la volonté du film, et c'est aussi peut-être un manque de budget. Parce qu'on voit que la tête, elle passe de ça à ça. Il y aurait pu avoir une petite image en plus très rapidement. Voilà, mais en tout cas, ça fonctionne assez bien. Et si on compare par exemple au troisième film Kirikou, pour le coup, ça n'a plus rien à voir. Là, on est sur quelque chose, on peut le voir, de beaucoup plus fluide dans un premier temps, et déjà très très net. Vu que la 3D permet aussi d'apporter cette netteté. Je trouve qu'avec le grand-père, il y a quelque chose d'assez jouissif. C'est très bien cadré, les traits du visage, c'est très très symétrique, etc. C'est un peu plaisant à voir, je trouve. Enfin, moi j'aime bien. Après, c'est un petit peu dérangeant. On peut voir l'intérieur de sa bouche. Avec les dents, etc. C'est pas la même... c'est beaucoup moins net, on va dire. C'est beaucoup plus flou et noyé dans la bouche. Et du coup, c'est... Bon, c'est un choix qui est acceptable, hein, parce que sinon on aurait vu que les dents, mais qui jure un petit peu par rapport au reste. Ça, c'était juste pour vous montrer la direction artistique du film. Sinon... on a vraiment cette idée que... alors les fétiches fonctionnent extrêmement bien en 3D, je trouve, puisqu'ils ont un mouvement très très saccadé, on l'a vu juste avant, mais on les avait vus en action. Alors j'espère que je vais pas me faire ban Twitch par rapport à la nudité, vu que Kirikou est interdit aux États-Unis, mais vous voyez cette direction artistique là. En tout cas, vous voyez le fétiche ici,
Ici, il y a par exemple que la bouche qui va bouger, mais en une image, c'est... là, je passe les images, il n'y a aucune image pendant super longtemps, quoi. La tête, elle se descend directement, il n'y a pas d'amorti, il n'y a pas d'anticipation de quoi que ce soit. C'est vraiment à l'essentiel. Il y a très très peu de mouvement dans les fétiches, mais ça fonctionne super bien parce que ça fait un mouvement très très robotique et voilà, très mécanique. Tandis que Karabah, on le voit, il y a une image. C'est très très interpolé. Et c'est même un peu... ça fait même un peu bizarre par rapport au fétiche. Il y a aussi des petits éléments de brillance qui ont été améliorés avec la 3D, etc., de toute sa coiffe, etc. Mais la mise en scène ne bouge pas non plus, elle reste de face. Petit mouvement de tête, mais sans plus. On voit que malgré la 3D, la volonté, c'est quand même de garder le même style d'animation, ce qui est extrêmement rare en général. Alors, c'est... Évidemment, il y a des différences, et la différence, elle se ressent beaucoup, hein, quand même. Hein, il faut pas... il y a quand même un peu plus d'images que... vous voyez, là, rien que par rapport à ces mouvements de tête, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur les autres films qui étaient en 2 dimensions. Il y avait beaucoup moins d'images. Donc là, il en profite un petit peu. Mais vous voyez que le corps ne va pas bouger, le bas du corps, parce qu'on n'en a pas besoin. Il n'y a que la tête qui bouge, et il n'y a pas de, de retard sur les cheveux ou de choses comme ça qui, en fait, briseraient même un peu cette coupe qui ne bouge pas, qui est assez iconique. C'est quelque chose qu'on peut observer. Après, les gamins, en soi, je les trouve un petit peu bizarres. Certains yeux sont très très rapprochés et un peu... je sais pas, je trouve que ça rend un peu plus bizarre. Là, j'avance ou pas? Putain, j'arrive plus à savoir. Ouais, j'avance un peu, mais... Vous voyez, moi, c'est un truc que je trouve absolument dingue. Il y a un personnage, par exemple celui de gauche, là, il bouge. Vous voyez, celui du centre ne bouge pas du tout. L'enfant du centre. C'est quelque chose... Enfin, si je vous montre un Pixar, un Disney maintenant, tout ce qui est en fait... tout ce qui est en 3D, mais même... je sais pas, même Spider-Verse, on en parlait tout à l'heure. Spider-Verse qui fait une animation très saccadée, voilà. En fait, ça n'empêche que les principes même de l'animation 3D ne sont pas non plus complètement cassés, dans le sens où ça veut dire que s'il y a un personnage qui va bouger, un autre ne va pas rester dans cette expression comme celle du milieu, dans cette expression très fixe. Là, normalement, elle pourrait fermer la bouche, cligner un peu plus des yeux, se remettre un petit peu dans une position plus confortable. Là, non. C'est comme si l'animation restait en 2D. Donc là, elle va le regarder un petit peu, mais vous voyez qu'elle garde ce 3/4 qui est pas très pratique, on va dire, normalement. Mais voilà. C'est assez particulier, l'animation 3D avec Michel Oslo. Moi, ça m'a beaucoup surpris de le découvrir avec Azur Asmar et avec ce 3e film de Kirikou. On peut le voir si... je vous mets Azur et Asmar. Alors attention, ça a vieilli. Hein. Je vous ai mis un extrait où vraiment ça bouge énormément, mais tout le film n'est pas comme ça. Si je vous montre ici, les personnages sont quand même relativement fixes, mais il y a une animation très interpolée, vous voyez. Donc avec beaucoup d'images interpolées. Hein. Après, bon, en termes de direction artistique, le film date de 2006. Donc voilà, c'est un peu les débuts de la 3D, pas beaucoup de budget, donc c'est assez spécial. Après, le film, l'histoire est top et tout, mais voilà. Là, cette animation, enfin, moi, j'ai vu ça, ça me sort du film tellement c'est très 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 rapide. Alors,
on a cette animation-là qui est bien. On voit, il y a un petit retard sur... vous voyez, c'est pas un mouvement mécanique de doigt qui va faire comme ça. C'est vraiment... Il y a un mouvement, la main a un petit retard, vous voyez, par rapport au bras. Une petite désynchronisation qui permet de faire un mouvement un peu... si je vous mets ça un petit peu... qui permet, voilà, de faire un mouvement un petit peu plus vivant. De choses comme ça. Bon, là, il fait l'idiot et tout, donc... en gros, elle lui dit genre tiens-toi bien, etc. Tiens-toi bien droit. Donc lui, il en fait des caisses. On dirait presque pas un être humain. Hein, on dirait un gobelin un petit peu avec la pose qu'il a. Et donc du coup, dans l'épisode, on en parlait, mais il y a un surface shader qui permet d'aplatir en fait toutes les textures de vêtements, des choses comme ça, ce qui fait un rendu très plat. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'utilise pas la 3D en tant que démonstration technique et de cadrage avec énormément de volume, de profondeur. Ça reste très frontal, très Castelet, papier découpé, tout ça, très théâtral. Ouais, c'est vachement de profil, etc. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est... est-ce qu'on va le voir juste après ? Là, il a fini. Donc là, il salue. Voilà, moi, c'est ça que je trouve dingue. Donc là, il salue, il relève la tête. Doucement, il relève la tête. Et ensuite, sans crier gare, il s'enfuit. Et donc là, il y a pas mal d'images. Là, ça reste fixe pendant un très long moment. Le personnage ne bouge pas. Là, il relève très vite fait le haut du corps. D'abord la tête, on le voit, puis le haut du corps, pour ensuite se retourner. Hop, on voit cette petite pause de transition où les jambes sont... y en a une dans un sens, l'autre dans l'autre. Le temps de se remettre pour courir. Mais je suis même pas sûr... Est-ce qu'il y a un cycle de course vraiment ou là, il y a des bonds qui sont faits énormes. Et en fait, en 2 images, il y a une image en l'air, une image au sol. 2 images... Voilà. 2 images en l'air, une image au sol, plutôt. Mais ça va extrêmement vite. Il y a aussi du blur, donc un peu du flou de mouvement qui est rajouté, parce que je suppose que dans le timing du plan, peut-être qu'il... À mon avis, ça c'est quelque chose qui a été retravaillé, où la personne a dû animer sur le coup le personnage un peu normalement, on va dire beaucoup plus lentement, dans une course un peu standard. Le problème c'est que le plan, tu peux pas le rallonger à ta guise, hein, y a un montage, etc. Donc ce qui fait que je suppose que la volonté a été de vraiment augmenter la vitesse de la course, vu que c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait il salue le maître, etc. et qu'il aille rejoindre son copain. Donc en fait la course elle va à toute vitesse. On voit que là il met le pied au sol, ensuite il est en l'air, une image, 2 images, au sol, une image, 2 images, hop, il est parti. Franchement, j'ai l'impression qu'en 10 images, allez, 12 images, il est dehors. Pam, pam, pam. Image par image, ça fonctionne. Mais on voit que, vu que c'est en... Comment dire ? Vu que c'est pas en... Normalement, si on veut faire un peu durer, on aurait mis une image... on aurait gardé une image sur 2 images, en fait. Si on veut être un peu technique, on aurait, par exemple, gardé une image en l'air, on l'aurait gardé un peu plus longtemps. Là, c'est vraiment en pas de 1... Ouais, c'est en pas de 2. Ouais, mais... Ouais, non, ça va très rapidement. En fait, il manque juste un petit peu des... Je pense que En fait, c'est ça. Je pense qu'en termes de distance, ils ont vraiment réduit... donc, ils ont augmenté les bonds qu'ils faisaient pour qu'ils puissent s'en aller plus tôt. Mais on voit que, du coup, il va extrêmement vite, quoi. Et là, c'est pareil. Hein, il monte dans l'arbre. C'est à toute vitesse. Hop, hop, hop. Il saute. Là, il fait un bond monumental. Et hop, il s'agrippe. C'est une animation assez particulière. Alors, ça a beaucoup vieilli sur pas mal d'aspects. Et l'animation n'est pas toujours la même tout le long du film. Donc aussi, il y a des choses un peu comme ça qui sont... Mais voilà. Bon.
Pour Azure et Asmar, c'est assez particulier, mais voilà, j'ai sélectionné vraiment un plan qui m'avait un peu tapé dans l'œil. Après, on peut parler, euh, si on veut voir un peu en termes de papier découpé, donc on va commencer peut-être avec Prince et Princesse. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du papier découpé, il y a un fond coloré derrière, en rétroéclairage, mais il n'y a pas de triche, quoi. C'est pas de l'ordinateur, c'est pas de la 3D, c'est vraiment... Donc moi, je trouve que ça a un rendu exceptionnel, et Prince et Princesse, c'est absolument dingue. Euh, Et on voit l'animation qui est du coup assez saccadée parce que bah, tu peux pas. Enfin, c'est extrêmement fastidieux que si on veut vraiment rajouter beaucoup d'images sur des animations en papier découpé. Mais on voit quand même que c'est très bien animé. Voilà, j'ai sélectionné ce passage parce qu'il y avait ce dragon un peu, un peu rigolo. Qui pète tout sur son passage. Et c'est un passage qui est assez animé. Sinon, en général, les personnages sont quand même pas mal de profils. Et se font face et discutent comme ça. Ce qui fait qu'en en termes d'animation, enfin, je suis pas là où j'ai le plus de choses à dire, on va dire. Euh, Donc là, c'est très efficace. Vous voyez, il y a juste le canon qui se met à bouger. Le boulet qui arrive. Bon, ça, à la limite, c'est normal. Hop, il y a contact. Le truc s'écroule. Il y a des morceaux qui vont un peu de part et d'autre avec le mouvement. Et qui retombent comme des débris. Donc ça, c'est bien. Lui se marre. Alors, on voit que c'est un... Il relève la tête pour augmenter son sourire. Ensuite, le sourire, il s'ouvre un peu plus. La tête se remet un petit peu. C'est pas beaucoup de mouvements, mais ça fonctionne dans l'animation. Elle se met à courir. Donc la sorcière. Je trouve qu'elle fonctionne très bien cette animation parce qu'elle est en quelques images. Et en fait, dans l'animation, elle a l'air de foncer, de vagabonder. Le mouvement fonctionne très bien parce que, regardez, on la voit vraiment genre vagabonder dans l'escalier. On sent ce petit mouvement de tête quand elle avance. Bon là, il y a un petit saut. On dirait presque. Moi, ce que je trouve assez fort, c'est qu'on dirait presque qu'il y a des déformations euh, en animation alors que c'est du papier découpé. Ce qui est plutôt rare, ça voudrait dire de faire un dessin. Ah ouais, c'est ça, c'est le cas. Hein. Donc ça veut dire que là, je pense que ce dessin-là, que vous voyez là, et celui-là, pour moi, c'est les mêmes. Alors pardon, j'avais pas vu. La lumière derrière le canon quand il tire est fait au tournage. C'est une bonne question. On va voir ça. Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui, parce que si on regarde bien, c'est pas vraiment de la fumée en fait. Il y a une traînée sur le boulet. Donc ça peut être ajouté avec un petit papier un peu transparent, je dirais, quelque chose comme ça. Et sinon, en fait, on voit que le fond coloré, il est éclairé du coup par le dessous. Et ici, on voit qu'en fait, ils ont dû rajouter un spot qu'ils ont rapproché un peu plus ici, encore ici. Ensuite, ils l'ont éloigné. Mais on voit qu'en fait, en 4 images, c'est fait. Et ça fonctionne super bien. Hein. Mais effectivement, très bon point. Parce que c'est très efficace et voilà. Et donc, pour revenir un peu sur la petite course, ouais, je pense que c'est les mêmes images ici. Et enfin, les images où elle est déformée, vous voyez, celle-là, pardon, celle-là et celle après, c'est les mêmes. Donc je pense qu'il y a aussi une marionnette qui a été juste découpée pour ces petites pauses où elle court, tellement ça revient. La fumée, c'est la destruction du canon. Euh...
comment ça a pu être fait ça? À mon avis... Donc en fait, je pense que c'est du papier découpé, donc en forme de fumée un petit peu qui a été faite. Donc il y a plusieurs images qui ont été faites pour interpoler un peu ce mouvement de fumée, on voit. Hein. Il y a même un petit moment, tu vois, genre la fumée, il y en a une d'elle qui part un petit peu sur la droite pour revenir sur Calais. Et en fait, l'effet de transparence est fait par le fait que je pense, donc il y a la couche de décor avec les canons détruits, ça c'est le premier plan. Deuxième plan, c'est le fond coloré bleu. Troisième plan, il y a la fumée derrière. Et je pense qu'il y a même encore, on voit hein, qui apparaissent en transparence. Donc après, il y a possiblement des papiers transparents utilisés, etc. Bref, je sais pas exactement comment ils ont fait, mais je pense que ça doit être quelque chose dans le genre. Donc par un système de couches un peu transparentes qui font ça permet d'imaginer qu'en fait c'est de la fumée alors que c'est du papier découpé noir ou gris, voilà. Pour cette chose-là. Et le dragon, il a un côté très tac tac tac, très mécanique. Hein, on voit le boulet qui arrive et lui qui repart. Il y a un élément là, il y a la tête qui... En fait, la tête permet de... C'est elle qui apporte le mouvement, donc c'est assez drôle, c'est elle qui part pour qu'ensuite le coup suive, pour qu'ensuite le corps puisse poursuivre le mouvement. Mais ça fonctionne super bien, hein. On voit en fait que... je suis même pas sûr qu'il y ait... Ouais. En fait, ce que je trouve trop fort, c'est qu'il avale le boulet, on a l'impression... C'est fou, ouais, ça c'est fou. Là, quand il avale le boulet, on a l'impression, par exemple, dans l'animation, moi j'avais l'impression que la gorge, je sais pas si vous avez vu ça, mais que la gorge avait un rond au niveau du boulet qu'il avalait. Vous voyez ce truc? Et en fait, quand on regarde image par image, non, c'est juste que le mouvement suit extrêmement bien. Alors là, oui, là ça fonctionne plus. Suit extrêmement bien vous voyez la trajectoire du boulet, ce qui fait qu'on a l'illusion que le boulet a déformé le coup. Mais par contre, effectivement, ici, hop, ici ça augmente. Mais ensuite, ouais, si on a un petit cache du boulet, je pense on a le boulet qui avance, mais bon, ça pas tant de déformation que ça en fait, c'est vraiment juste de l'animation. On se met cette petite animation de cucu au ralenti. Bon, je trouve ça très très malin. Quelle taille ça fait réellement un plan pendant le tournage? Alors, je voudrais pas me tromper. C'est difficile de donner une échelle avec ce que j'ai là, mais l'idée, c'est on va dire des très grands bureaux assez larges. Si tu regardes, je vais mettre parce que je suis pas sûr de trouver pour Prince et Princesse, mais je vais peut-être trouver pour Lotte Reiniger. C'est une pionnière de l'animation qui en fait a beaucoup inspiré Michel Oslo pour le papier découpé, et on voit un petit peu son banc de travail. On voit en fait, je sais pas si vous voyez la taille de la marionnette avec le cheval. En termes de taille, c'est à peu près ça. Après, il y a aussi possiblement des différences d'échelle pour certains plans, pour certains passages un peu plus bizarres, on va dire, enfin un peu plus caractéristiques. Mais cette taille-là permet de... Il y a des armatures, du coup, des épingles, à l'époque, c'était pas des épingles à nourrice, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu vois, pour permettre un mouvement de rotation, que ce soit sur la main, sur le bras, l'avant-bras, le bras, tout est découpé un petit peu comme ça pour permettre un mouvement un peu, de pantin, de marionnette, vraiment, vraiment comme ça, quoi. Du coup, ça va être ça pour ça. Je vais revenir sur mon prince et princesse. Mais en termes de taille, ça va être grosso modo ça.
Mais c'est hyper intéressant. Et en fait, en vrai, l'animation en papier découpé se rapproche un petit peu, on va dire, de l'animation en stop motion. Sauf que l'animation en stop motion, il y a vraiment toute une caractéristique de volume, de lumière, de caméra en plus. Là, ça va rester très plat, on va dire. Mais en termes d'animation, ça se rapproche, vu que c'est des pantins à manipuler. Voilà. Donc ça c'est pour Prince et Princesse. Qu'est-ce qu'on peut voir après? Parce que la suite de Prince et Princesse, c'est un petit peu, les contes de la nuit, quoi. C'est les mêmes personnages qui nous présentent des histoires, voilà. Les contes de la nuit, c'est sorti en 2011, et là, c'est assez étonnant, mais en fait, c'est de la 3D. Ça en a pas l'air. Moi, j'aurais jamais dit, genre à part pour quelques passages un peu plus spécifiques, mais j'aurais jamais dit. Et en fait, c'est vraiment de la 3D, quoi. Et mais on voit que dans la mise en scène, c'est toujours cette idée un peu comme Azur et Asmar ou Kirikou, c'est des choses très cadrées, très travaillées, très de profil aussi, donc ce qui fait c'est une utilisation assez particulière de la 3D. On a quand même, on le voit déjà, des images beaucoup plus interpolées, donc des animations avec beaucoup plus d'images que sur Prince et Princesse, vu que là on peut se le permettre, il n'y a pas à bouger le pantin pour prendre une photo, etc. Là c'est plus avec le logiciel, c'est un peu plus pratique. Mais il y a quand même cette idée, on le voit ça reste une animation assez particulière pour rester dans cette vibe un peu papier découpé et ne pas trop sentir que c'est de la 3D, même pas sentir que c'est de la 3D. L'idée c'est vraiment d'oublier cette technique-là. Même si, hein, on le voit, il y a des effets un peu de flou, hein, avec cette espèce de serpent dragon. J'avoue que j'ai pris ce plan parce que ça faisait vraiment écho à Prince et Princesse avec aussi un monstre qui avale des trucs. Donc on a ça, mais par exemple si on voit cette animation très pantin ici, qui fait donc très marionnette. Déjà, elle est de face, ce qui est plutôt rare, hein. Dans Prince et Princesse. Les personnages sont très très de profil et beaucoup moins de face. Mais on voit que, vous voyez, hein, il y a beaucoup d'images. Genre le personnage, il bouge enfin là, il s'arrête pas de bouger. Hein. Dans Prince et Princesse, c'est quand même beaucoup plus statique, même dans les moments d'action, on l'a vu. Et même, moi, là où on voit que c'est de la 3D, c'est vraiment ce dragon. Pas forcément sur ce plan où il arrive. Mais il y a un plan... Voilà. Moi, il y a ce plan de face où on sent... Je sais pas comment dire. On sent que le corps qui est du coup plutôt à l'arrière, on sent qu'il y a la tête qui est devant et le corps qui est à l'arrière. Et on sent qu'il s'enroule pour avancer. Et ça, c'est quelque chose... en papier découpé, j'ose même pas imaginer. Et du coup, là, je trouve qu'on sent un peu plus la 3D. Je vous le remets, là, c'est dans l'autre sens. Mais vous voyez, on le voit grandir comme ça. Tac, 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 tac. On le voit monter, monter, monter. La tête se rapproche petit à petit. Ça reste pas trop exagéré. Mais c'est là. Il y a aussi beaucoup de foule. On s'y perd un petit peu, il y a tous ces tas d'yeux qui sont... Mais c'est aussi le but, hein, c'est de montrer que c'est une masse de gens. Ici, je trouve qu'on perd un petit peu en lisibilité, mais aussi c'est qu'ils perdent un petit peu le contrôle, etc. Très bon film aussi, Les Contes de la Nuit. Enfin, moi je vous conseille tous les films d'Oslo de toute façon. Mais voilà, j'avais fait une tier list la dernière fois... qui répertoriait un peu pour moi les meilleurs au moins bons. Les Contes de la Nuit est très bien placé. Voilà, là vraiment, cette animation-là,
où déjà il y a des yeux beaucoup plus voyants que ce qu'on a pu voir avant dans Prince et Princesse, voilà. Et on voit même des petits effets de flou, vu qu'il avance vite et tout. Et même des avancées devant l'écran, c'est un peu du jamais vu, donc il y a quand même une mise en scène, voilà. Là pareil, vous voyez, il y a des effets de flou, donc ça c'est pas permis en papier découpé, par contre en 3D, hein, on peut rajouter un petit effet. Pour ajouter ça, on va peut-être le voir courir, voilà. On voit l'animation de course, hein. L'animation de course, elle est impeccable, hein. C'est tac tac tac, il y a bien le bon cycle de course qu'on apprend bien. Je vais me faire l'intégrale. Franchement, tu peux. Dans l'ordre que tu veux, c'est cool de le voir un petit peu par ordre chronologique pour voir un petit peu l'évolution de la technique, voilà. Et c'est cool aussi de le faire par un peu saga, genre Kirikou, se faire les 3 Kirikou, de se faire les 3 films en papier découpé un petit peu. Mais il y a aussi Azur et Asmar, il y a aussi Didi à Paris, et il y a le pharaon, la princesse, le pharaon, le sauvage et la princesse, dans cet ordre. Mais en tout cas, voilà. Et il y a, pour les contes de la nuit, c'était ça. Et il y a aussi Ivan Tsarevitch, qui est du coup le 3e et dernier film qui est dans ce style, enfin, qui est avec ces personnages qui racontent des histoires, qui est encore plus... Pardon, il y a ce petit... qui est encore plus interpolé et qui garde voilà, mais qui garde toujours cette animation papier découpé très frontale. Mais on sent un peu plus la 3D. Je sais même pas s'il y a des déformations un petit peu des corps ou des choses comme ça quand ouais, on peut voir un petit peu. Elle s'affaisse. Quand elle s'affaisse, on a un peu l'impression qu'elle est un peu squeezée un peu. Vous voyez qu'on a pris le corps et qu'on l'a un peu aplati comme ça, étalé comme ça pour permettre un petit affaissement rapidement. Mais c'est pas sûr. Hein, mais on peut voir, il y a toujours... donc là, il y a une course... Pareil, où en fait il y a des flous sur les jambes pour apporter de la vitesse, mais du coup ce qui sort complètement du papier découpé. Mais en même temps elle va très très vite, donc voilà, il y en a même un peu sur les mains ou des choses comme ça. Il y a des effets de feu aussi qui là gardent un effet assez graphique, mais on sent qu'on n'est plus sur une technique traditionnelle, là on sent qu'on est passé à autre chose. J'aime beaucoup... Enfin, il y a ce fond coloré aussi. Il se permet aussi plus de choses qui n'est pas simplement uni, voilà. Qui a ce petit motif pour faire un petit peu grotte. Et on remarque vraiment la 3D dans ces animations où le monstre Raptessi, où en papier découpé, j'ose même pas imaginer l'enfer que ça doit être de faire 50 000 modèles pour montrer qu'il rétrécit, alors qu'en 3D, c'est... beaucoup plus simple. Et petit mouvement de queue, on le voit, qui ondule, qui apporte un peu de vie à ce monstre, parce qu'en fait finalement on voit que la queue, si on regarde bien, tout le corps du monstre, la tête et tout ne bouge pas. Par contre la queue, c'est elle qui fait un mouvement pour donner un peu de vie à ce personnage là. La petite fille pendant ce temps elle ne bouge pas besoin, on est concentré sur le monstre. Donc l'animation, elle est aussi équilibrée dans ce sens-là pour que le regard se concentre sur l'élément qui nous intéresse. Ensuite, elle s'avance. Mais voilà. Et on peut le voir même par rapport à Kirikou, où il y avait le fétiche qui crachait du feu. Ici, déjà le crachage de feu, on sent que c'est un effet aussi qui est très numérique. C'est... Là, ces petites étincelles, les petites particules aussi, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très numérique, on va dire. Là, il y a des éléments pareil de fumée. On voit aussi dans les cheveux qui sont ajoutés. Moi, je suis un peu plus dubitatif parce que je trouve que pour le coup,
euh, en fait, pour moi, tu vas un petit peu au... Ça sort un peu de la cohérence que j'ai l'impression qu'il veut apporter, dans le sens où tu veux faire ton film en effet papier découpé, bah dans ce cas-là, fais cet effort-là même dans les effets spéciaux, en fait. Je trouve que les effets spéciaux retranscrivent vraiment là où, commence ou s'arrête tes ambitions du film, en fait. Je me souviens de L'île aux chiens, par exemple, les effets de fumée, c'est du coton. Et bah, je trouve que c'est une idée déjà géniale et ça ancre le film dans une cohérence et dans son propre univers. Et c'est pas le cas d'autres films des studios. Il y avait Crowman, des studios Hardman. Une fois, j'en avais parlé aussi en live, mais où les effets de fumée, par exemple, c'est des effets numériques et ça se sent. Ça sort du film un peu parce que c'est pas du tout le même traité, c'est pas du tout la même direction artistique. Et c'est dommage parce que dans ce cas, enfin voilà, c'est amoindri parce que c'est une scène qui va assez rapidement et c'est relativement bien fait. Hein, je trouve que le feu et tout c'est assez cool, mais le petit jet de flamme, la petite fumée font quand même trop numérique et c'est des petits éléments qui mine de rien se ressentent un petit peu. Donc bon voilà, je chipote mais on le ressent un peu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? On n'a peut-être pas vu les 2 derniers films. Donc là, je suis désolé, j'ai pris les bandes annonces parce que des extraits. D'ailleurs, c'était un enfer à faire le montage de l'épisode sur Kirikou, enfin sur Michel Oslo, parce que impossible de trouver des extraits du film ou des choses comme ça sur Internet. Donc je suis allé piocher dans les bandes annonces pour pouvoir faire le montage. On a dit Lily à Paris. Hop, excusez-moi, qui est pour moi le moins bon film d'Oslo, mais c'est vraiment personnel, j'aime pas du tout la direction artistique et le ton, le jeu d'acteur du film. Mais par contre l'histoire elle est super et tout, mais voilà. Donc là pour le coup c'est un mix entre de la 3D et les décors c'est de la photo, de l'assemblage de photos, des choses comme ça. Donc moi je trouve ça pas très cohérent et voilà, mais le budget a été ce qu'il a été et puis les choix ont été faits. Mais par contre ça reste assez. Moi je trouve que la 3D sur certains personnages fonctionne plutôt bien. Elle est pas trop moche. Après c'est peut-être un peu rigide ou des choses comme ça. J'espère que je vais trouver un petit extrait qui peut être sympathique. Il y a aussi des choses. Il y a des personnages secondaires où c'est des pantins en 2 dimensions par contre. C'est vraiment assez perturbant de voir des pantins en 2 dimensions au milieu de personnages en 3D parce que les pantins se ressentent. On sent vraiment qu'ils sont en 2D et que c'est pas la même animation, forcément. Donc moi, ça me sortait un petit peu aussi du film techniquement. Après, là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'images. Après, c'est vraiment des images de bande-annonce, donc on prend forcément les extraits les plus animés. Est-ce qu'on a... Ça me fait toujours rire un peu les moments où le personnage il va dessiner et de regarder est-ce qu'il trace bien les traits de crayon. Mais oui, ça suit bien. Parce que des fois il dessine à la zeub. Très belle animation de French Cancan, hein, mine de rien. Là on sent qu'aussi ils sont aidés forcément de vidéos, etc. Pour réussir à faire un mouvement très fluide et des robes, etc. Là, on peut voir, l'animation se concentre sur les danseuses, on peut voir tout le reste, même si vous regardez, il n'y a que le chef d'orchestre, il y a un mouvement de bras, mais tous les autres personnages sont fixes, parce qu'en fait, ils observent le spectacle, et imaginons, ça bougerait, imaginons je fais bouger ce personnage, on verrait que lui, et on oublierait les danseuses, parce qu'ils nous attireraient le regard, donc il faut surtout pas faire ça. Donc c'est aussi choisi. Ce qui me perturbe dans le film, c'est l'absence d'ombre aussi au sol.
je les sens pas du coup ancrés dans le film. Et voilà. Et sinon, j'ai essayé de trouver peut-être un extrait où on peut peut-être. Est-ce qu'on peut voir un petit peu Voilà, après l'animation elle est pas mal. Ça reste aussi dans une mise en scène qui est de face, de profil, voilà, très cadré comme ça, avec des cadrages un peu de tableau. Donc c'est intéressant. Mais bon, moi c'est plus la direction artistique. Voilà, mais sinon. Euh, et voilà, il y a toujours ces petits effets de flou, hein, du coup, de mouvement. Alors ça, c'est très utilisé en 3D, hein, de toute façon, pour apporter un côté réaliste dans le mouvement et qui fasse aussi un peu moins mécanique, possiblement, d'apporter un peu de vie. Elle est très bien animée, hein, dit Lily. Et pour le coup, elle s'est très interpolée. On sent que c'est assez travaillé en termes d'animation. Hein, c'est assez chouette. Et puis, mais voilà. Et est-ce que j'avais pas un petit plan j'aurais peut-être moins de trucs à dire sur Dilly, vu que voilà. Moi, c'est plus ces plans-là où là, on peut voir vraiment que là, ces personnages devant, c'est des pantins, quoi. Genre, après, c'est normal, hein, là, ça se voit pas, voilà, c'est normal. Mais, vous voyez, il descend juste son bras pour accompagner le mouvement de la caméra, donner un peu de vie. Il y a même des personnages, celui-là, il ne va pas bouger du tout. Enfin, très très rapidement, mais voilà. Mais voilà, je suis désolé, hein, du coup, pas trop d'extraits sur Lily, mais regardez bien, il y a des moments où on sent vraiment qu'il y a des pantins en 2 dimensions à côté de personnages en 3D. Et le dernier film en date, qui est sorti en 2022, fin 2022, c'est Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Et la Princesse, je suis absolument désolé pour ça. Du coup, donc là c'est des images d'Azur et Asmar, etc. Mais donc un mélange de 3 contes, donc le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Le Pharaon, donc tout est en 3D. Mais on va le voir, donc c'est cette dame qui raconte des histoires et voilà. Mais dans des styles vraiment différents. On a d'un côté, donc là c'est le pharaon qui est en couleur, avec cet effet un petit peu pantin. La princesse qui est vraiment en 3D, et le sauvage qui est en 3D aussi, mais en effet papier découpé comme à la Prince et Princesse. On voit ça, on a l'impression qu'on voit Prince et Princesse. Et ça, on a l'impression de voir plus Azur et Asmar. Pardon pour le... Mais en tout cas, voilà. Si je peux... Moi, ce qui me choquait un petit peu, c'est que moi, j'avais l'impression que la narratrice, c'était un pantin. En tout cas, pour les personnages, la foule devant, il y a certains trucs où... ce personnage qui bouge le bras, il est en 3D par exemple, parce qu'on voit des petits mouvements de doigts. Hop, très très fluide. Alors, et ce personnage, moi, de la narratrice, je pensais qu'elle était vraiment en pantin. Par rapport au découpage du visage, avec les oreilles, et tout simplement en termes d'animation, quoi. Moi, ça, c'est un pantin, pour moi, ça serait un pantin en 2D, hein. Il y a moyen de faire ça en 2D sans aucun souci. Ce qui est un peu perturbant de le voir en 3D, du coup. Bon, 3 merveilleux contes, un petit peu accéléré. Donc on a le sauvage, qui est vraiment dans cette direction artistique en silhouette, voilà. Ou c'est After et Dwick. Alors moi je connais pas Dwick, mais c'est pas de l'animation... je pense pas que ça soit de l'animation After Effects pour autant. Alors, après, moi, j'ai vraiment une aversion totale pour After Effects, je dois l'avouer. Ce qui fait que moi, j'ai jamais travaillé dessus. Dans aucune boîte où je suis allé. En général, si on veut faire de l'animation en pantin, c'est beaucoup plus Animate
donc c'est de la suite Adobe, ou Toon Boom Harmony. Et clairement, moi j'ai une grosse préférence pour Toon Boom Harmony, parce que je suis beaucoup plus habitué, même si le logiciel n'est pas parfait, etc. Il y a un peu de team, mais voilà. Mais du coup, en animation en pantin, c'est beaucoup plus facile à utiliser que After, où t'es obligé de faire des clés là, de l'enfer, où vraiment j'ai envie de mourir. Mais voilà. Mais du coup, moi je penserais plus pour soit Animate, soit Toon Boom Harmony, pour des pantins. Mais bon, après, je suis pas sûr du tout. Et après, pour le logiciel de 3D, en vrai, j'en ai aucune idée. Ça doit être Maya ou un truc dans le genre. Du coup, on a le pharaon qui est dans cette direction artistique. Pardon, ça a bugué un petit peu. Qui est dans cette direction artistique assez colorée. Franchement, un peu un mix entre prince et princesse. Et ce qui s'est fait entre Azure et Asmar ou des choses comme ça. Donc, assez intéressant. Mais on voit hein, là, l'animation reste dans cette fluidité qu'on a. Par exemple, quand le personnage là il descend, hop, beaucoup de flou de mouvement, des choses comme ça. Et pour atterrir sur le personnage. Donc c'est vraiment dans cette continuité de ce qui a été fait avec Ivan Tsarevich et la princesse changeante. Sur la princesse, on est dans la continuité un peu de Dili à Paris. Voilà, avec quand même une mise en scène qui rappelle toujours un peu Azure et Asmar. Je trouve qu'il fait plus écho à Azure et Asmar qu'à Dili à Paris, qui est un peu, voilà, si on veut... voilà, bon, y a toujours des effets, vous voyez, hein, le feu, la fumée qui sont très numériques. Là, on voit un tout petit peu de fumée au loin. Mais voilà, et ici... Vous voyez, en fait, moi, je pense que pour certains personnages qui ne bougent pas tout le temps, pour juste des petits mouvements, je pense que pour le coup, c'est vraiment du pantin, quoi. Genre le monsieur à la casquette, là, qui bouge, c'est vraiment un pantin, quoi. Il n'y a pas besoin de faire de la 3D pour un modèle comme ça. Donc voilà. On va s'arrêter là pour ce soir, si ça vous va. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Non, voilà, et puis voilà, j'espère que c'était intéressant, que c'était pas trop barbant. C'est toujours difficile d'expliquer un peu toutes les techniques un petit peu, de résumer ça pour que ça soit un peu le plus accessible possible.